Bonjour chers amis, donc je reviens sur le corrigé du National 2020 option PC. Bon, la vidéo bien sûr de le corrigé total, elle est déjà disponible sur la chaîne, mais là je vais revenir sur l'électricité et je vais un peu détailler la correction. Donc apparemment c'est le nucléaire et l'électricité qui ont posé quelques difficultés aux élèves. Donc je vais essayer de revenir sur ces deux exercices avec plus de détails. Bien, donc de quoi s'agit-il dans l'électricité? Donc il s'agit d'un dipôle RL. On va donner une résistance de 90 ohms. À l'instant t égale à 0,9, on ferme l'interrupteur et on vous donne deux courbes qui représentent l'évolution du courant et de la tension au bord de la bobine. Et on vous dit que la droite T représente la tangente à la courbe au point 0. Question 1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par le courant. Ensuite, en exploitant ces deux courbes, déterminer la valeur de la résistance interne de la bobine. Ensuite, on déduire que son inductance est égale à 1 Henry. Deuxième partie, on va décharger le condensateur dans le dipôle RL. Donc on insère une bobine à l'instant t égale à 0 comme nouvelle origine de temps. Le condensateur C est complètement chargé. Et on va l'insérer avec la bobine précédente. Toujours la résistance courant R égale à 90 ohms. D'accord? Et les questions, c'est les suivantes. Donc on vous dit que la courbe 4 représente l'évolution de la tension au bord du condensateur. Voilà comment évolue la tension au bord de C. Et les questions sont les suivantes. Quel est le régime d'oscillation mis en évidence? Établir l'équation différentielle vérifiée par I de C, sachant que la période est égale à la pseudo-période, de trouver la capacité. Et enfin, on va entretenir les oscillations en insérant un générateur de tension K fois I. Voilà la courbe du courant qu'on obtient. Et la question, c'est trouver la valeur de K0 qui permet d'entretenir les oscillations. Donc, je vais vous donner deux méthodes qui vous permettent de trouver cette valeur-là. Ensuite, sachant que le courant s'écrit sous cette forme-là, donc c'est bien sûr une fonction sinusoïdale, comment déterminer l'amplitude, la phase et la période. Là aussi, je vais vous donner deux méthodes qui vous permettent de déterminer la phase. Et enfin, je vais revenir aussi sur l'énergie, discuter un peu plus en détail comment évolue l'énergie dans un circuit RL et comment calculer l'énergie électrique à un instant T quelconque. Donc voilà pour le sujet. Donc c'est vrai, ça peut apparaître un peu difficile, mais je pense que ce sont des questions qu'on a largement abordées dans les sujets sur la chaîne, que ce soit dans les examens blancs, que ce soit dans les sujets, les thèmes. Donc j'ai posté des thèmes essentiellement sur RL et sur RLC. Donc allons-y pour la solution. Bien, en électricité, il y a deux choses. D'abord, savoir repérer chaque dipôle par sa tension. Donc quelle est la tension au bord de chaque dipôle? Donc les flèches, toujours on travaille en convention récepteur, ça veut dire la tension au bord d'un dipôle, elle est inverse au sens du courant. Et c'est la même chose ici. Voilà le courant. La tension au bord de la bobine, elle est inverse au sens du courant. Par contre, pour le générateur, toujours le courant est dans le même sens que la flèche. D'accord? Cette tension au bord en convention récepteur, c'est R fois I. Celle-là, c'est L d de I sur d de T pour une bobine idéale. Et L d de I sur d de T plus RI pour une bobine réelle, c'est-à-dire qui possède une résistance interne. Et pour l'équation différentielle, c'est toujours la même méthode. Toujours, je vous conseille de ne pas apprendre les exercices par cœur, de comprendre la méthode. Parce que beaucoup d'enseignants, malheureusement, vous apprennent à apprendre les solutions. Et je suis désolé, il ne faut pas apprendre une solution, il faut comprendre comment résoudre un exercice. Bon, voilà. Donc la méthode, c'est toujours la loi d'additivité des tensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la tension fournie par les générateurs va être répartie sur l'ensemble des dipôles du circuit.
Autrement dit, le générateur nous fournit une tension E. Cette tension doit être partagée par tous les dipôles. J'ai deux dipôles, une résistance et une bobine, donc est égal à I de R plus I de L. Elle reste juste à savoir la tension vérifiée par quoi et exprimer ses grandeurs en fonction de I de T. Bien sûr, la tension bord d'une bobine, c'est LD de I sur D de T plus RI. Tout est fonction du courant, donc il n'y a plus rien à faire. La même chose, U de R, la loi d'Ohm, c'est R fois I. Donc maintenant, je remplace juste dans cette équation différentielle. Je factorise par I, parce que j'ai deux résistances, et il me reste grand R plus petit r fois I, plus L D de I sur D de T. On peut la laisser sous cette forme, mais souvent, on écrit l'équation différentielle comme étant la dérivée de la grandeur plus une constante fois la grandeur est égale à une autre constante. Donc il suffit de diviser tout par L, donc D de I sur D de T, plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Et la solution de cette équation d'une façon générale, c'est A, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha T. Alpha, c'est ce qu'on appelle la constante du temps, c'est l'inverse de ce coefficient. Donc la constante du temps, c'est toujours l'inverse du coefficient qui multiplie la grandeur ici. Bien. Maintenant, on nous dit, à partir du courbe qu'on vous donne, c'est-à-dire à partir de ces courbes-là, comment déterminer la résistance interne du générateur. Bon, ça a été déjà proposé, je crois, dans l'examen, dans un très récent, donc c'est sur la chaîne, la solution se trouve sur la chaîne, exactement le même schéma, sauf que on vous a donné les deux courbes sur le même diagramme. Là, ils sont séparés. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de ces deux courbes? Quelle information? Deux informations importantes. La première, c'est la valeur du courant en régime permanent. Qu'est-ce qu'on appelle un régime permanent? Donc le régime permanent, il démarre là, à cet instant-là. D'accord? À cet instant, on passe d'un régime permanent, ça veut dire le courant augmente de façon continue jusqu'à atteindre sa valeur maximale. Et vous voyez qu'il augmente de façon continue. J'ai largement expliqué le principe de fonctionnement d'une bobine. Regardez la vidéo consacrée au circuit RL. Sans la bobine, le courant va passer directement de 0 à Imax. Mais avec la présence de la bobine lui dit vas-y doucement et augmente jusqu'à ce que tu atteins ta valeur maximale. Donc ça c'est le régime permanent, ça c'est le régime transitoire. Bien, en régime permanent, il est caractérisé par quoi? Par I égale une constante. Ça veut dire dans ce domaine-là, la bobine se comporte comme une simple résistance. Parce que la dérivée du courant, elle est nulle. Donc la tension au bord de la bobine devient tout simplement R fois I. Et c'est quoi le courant du régime permanent? C'est cette valeur-là. Donc je la lis sur l'axe des Y. Et le courant en régime permanent, c'est combien? C'est 100 mA. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la tension au bord de la bobine? Vous voyez maintenant qu'à T égale à 0, la tension au bord de la bobine est maximale. Et elle diminue jusqu'à atteindre une valeur constante. Là aussi, voilà la fin du régime transitoire. Vous voyez bien, c'est toujours le même temps, 0,05. Et là aussi, vous avez 0,05. D'accord? Donc ça, c'est le régime transitoire. Ça, c'est le régime permanent. Et au régime permanent, la tension en bord de la bobine est égale à une constante. Pourquoi? Parce qu'il possède une résistance interne. Pour une bobine idéale, cette courbe va tendre vers 0. Parce qu'en régime permanent, le courant est constant et D de I sur D de T égale à 0. Donc il ne reste que R fois I. Si R égale à 0, la tension totale va tendre vers 0. Donc qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire la petite R fois I permanent. Donc cette tension-là, c'est la tension au bord de la bobine en régime permanent, qui est égale à R fois I permanent. Donc je connais I permanent, je connais I de L qui est égal à R fois I permanent, donc je peux déduire petit r. Donc voilà, d'après la courbe, je peux déterminer I permanent, c'est 100 mA, et I de L est égal à 1 volt. Et à partir de ces deux valeurs, sachant que I de L en régime permanent est égal à petit r fois le courant permanent,
Donc 1 volt est égal à petit r fois 100 milliampères. Mais attention, toujours utiliser les unités internationales. Pour le courant, c'est l'ampère. Et 100 milliampères, c'est bien 0,1 ampère. Et donc, petit r égale à 10 ohms. La valeur de taux, donc d'après la courbe, là aussi, tout de suite, donc d'après la courbe, taux, c'est la tangente. On peut le déterminer d'ailleurs de deux manières différentes. Soit par la tangente, et l'intersection, bien sûr, avec le régime permanent, vous donne tout de suite 0,01, soit par la durée du régime transitoire. Et le régime transitoire, en général, c'est 5 fois taux. 5 taux. Donc 5 taux est égal à 0,05, donc taux est égal à 0,01. Mais là, bien sûr, c'est demandé de le déterminer à partir de la tangente. OK? Voilà. Donc directement, vous dites graphiquement taux égal à 0,01 secondes. Donc notez bien les unités, c'est bien en secondes. Bien. Je connais taux, je connais grand R, je connais petit r, je détermine L. Vous voyez bien, taux, c'est l'inverse de ce terme. Il n'y a rien à apprendre par cœur. L'équation différentielle, c'est I seconde plus I sur taux est égal à E sur L. Donc ça, c'est l'inverse de taux. Donc c'est bien L sur grand R plus petit r. Et donc, L est égal à taux facteur de grand R plus petit r. Bien sûr, taux doit être en secondes et R en ohms. Et le résultat, c'est en Henri. Donc, L est égal à 1 Henri. Bien. On continue. Maintenant, on veut décharger le condensateur qui était chargé dans une bobine qui possède une résistance interne. Bon, ça a été traité plusieurs fois, en particulier en rattrapage 2013. Quel est le régime des oscillations représenté sur la figure 4? Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle un régime oscillatoire, parce qu'il y a des oscillations et amorties, ou bien ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. D'accord? Donc pourquoi? Parce que l'amplitude diminue au cours du temps. Donc vous voyez que l'amplitude diminue, c'est normal. Pourquoi? Parce que la bobine possède une résistance, mais aussi vous avez une autre résistance dans le circuit. Et qui dit résistance parcourue par un courant dit perte par effet Joule, un phénomène de chauffage. Donc une partie de l'énergie va être perdue sous forme de chaleur. Donc le régime oscillatoire, c'est un régime pseudo-périodique. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de C. Là aussi, la loi d'activité de tension. Donc I de L toujours. Notez bien que le courant est toujours dans le sens inverse. Donc on est toujours en convention récepteur. Ça c'est le sens du courant. Vous voyez, ils sont dans le sens inverse. Ça c'est le sens du courant. Vous voyez, et la flèche est dans le sens inverse. Donc j'applique la loi d'additivité de tension. I de R plus I de L plus I de C égale à 0. I de R c'est R fois I. I de L, c'est une bobine réelle, donc petit r fois I plus L d de I sur d de T plus I de C égale à 0. Là, bien sûr, toujours, vous avez cette relation à prendre. Je suis désolé, il ne faut pas la prendre par cœur. Juste rappeler, c'est quoi le courant? C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. C'est quoi la tension au bord du condensateur? C'est Q sur C. Avec ça, vous pouvez tout retrouver. D'accord? Donc, je peux déterminer que I est égal à C d de IC sur d de T. Je dérive I, C, c'est dérivée seconde de I de C sur dt carré. Donc, je remplace I par sa valeur, d de I par sa valeur, et j'obtiens l'équation différentielle suivante. Donc, c'est une équation de second ordre, de deuxième ordre. Vous avez, et là aussi, on peut diviser par LC si vous voulez. Vous pouvez le laisser comme ça, comme vous voulez. Donc, en divisant par LC, il devient dérivée seconde de I de C sur dt carré, plus un terme fois la dérivée première, plus I de C sur LC égale à 0. Donc ça, c'est une équation de second ordre dont la solution dépend de la valeur de la résistance. Donc, dans le cas général, on détermine ce qu'on appelle l'équation caractéristique, R carré, X carré, ou bien X au carré, l'équation caractéristique, ça dépend du déterminant de l'équation caractéristique. Vous avez trois types de solutions de cette équation différentielle. Soit un régime oscillatoire non amorti, lorsque ce terme est égal à 0, soit un régime oscillatoire amorti,
non amorti pardon, lorsque la résistance est supérieure, légèrement supérieure à une résistance critique, et lorsque la résistance est très grande, on obtient ce qu'on appelle un régime apériodique. Mais là, on ne vous demande pas de résoudre cette équation, juste de l'établir. Bien. Maintenant, bien sûr, pour déterminer la période, là aussi, ce terme, c'est toujours le terme oméga carré. Et vous avez T, c'est 2pi sur oméga, pour se rappeler de la période. Donc la période, c'est 2pi sur oméga. Et ce terme-là, c'est oméga carré. Ça veut dire oméga égale à 1 sur racine carrée de LC. Bien. En admettant maintenant que la pseudo-période qu'on a déjà déterminée sur la courbe est égale à 10 millisecondes est égale à la période, et par définition, la période d'un circuit LC, c'est 2pi racine carrée de L sur racine carrée de LC, déterminer la capacité. Donc souvent, dans le circuit RLC, on vous demande de déterminer la pseudo-période à partir de la courbe, et connaissant la pseudo-période et l'inductance, on peut déterminer C, ou inversement. Connaissant la pseudo-période et la capacité, on peut déterminer l'inductance. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élever au carré ce terme pour éliminer la racine. Donc T0 au carré égale à 4 pi carré L fois C. Et donc C est égal à T0 au carré sur 4 pi carré fois L. Je connais T0, mais à condition de la transformer en secondes. Pi carré égale à 10, L est égal à 1. On fait l'application numérique et on trouve 2,5 10 moins 6 farad. Ou bien, puisque 10 moins 6 farad c'est 1 microfarad, je peux la noter 2,5 microfarad. Bien, maintenant, on veut entretenir les oscillations. Ça veut dire quoi? J'ai dans le circuit LC de tout à l'heure des résistances. Pendant que le condensateur se décharge, la bobine emmagasine de l'énergie. Mais une partie va être perdue dans les résistances. Une fois que le condensateur est complètement déchargé, la bobine a emmagasiné une énergie qui est inférieure à l'énergie initiale du condensateur. Ensuite, la bobine va jouer le rôle du générateur, elle va se décharger à travers le condensateur et le condensateur va se charger et ainsi de suite. Et c'est pourquoi on obtient un régime oscillatoire amorti de tout à l'heure. Maintenant, on veut que l'amplitude de la tension en bord du courant, l'amplitude de la tension reste constante. Il ne faut pas qu'elle décroît en fonction du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut insérer un générateur dans le circuit. Quel est le rôle de ce générateur? Son rôle, c'est quoi? C'est de compenser. Ça veut dire quoi? J'ai quelque chose qui est perdu. Ce générateur va fournir exactement la même quantité perdue. C'est-à-dire compenser l'énergie perdue par effet Joule dans les résistances. Donc tout ce qui est perdu sous forme de chaleur dans les résistances va être fourni par ce générateur. Et donc, le courant va être constant, l'amplitude du courant va être constante au cours du temps. Donc il suffit d'écrire cette phrase-là et on va déterminer la valeur de K. L'énergie perdue par effet Joule dans les résistances va être égale à l'énergie fournie par le générateur. Qu'est-ce que c'est que l'expression de l'énergie? L'énergie, c'est RI carré. Mais là, j'ai deux résistances, grand R plus petit r. Donc, grand R plus petit r, I carré fois delta T. Donc, ça, c'est la puissance perdue par effet Joule. Et l'énergie, bien sûr, c'est la puissance fois delta T. Et pendant le même instant, quelle est l'énergie fournie par le générateur? C'est la tension en bord du générateur fois le courant. C'est U fois I. Or, U de G, c'est K fois I, donc ça me donne K I carré delta de T. Quand est-ce que ces deux énergies sont égaux? Autrement dit, si l'énergie fournie par le générateur est exactement égale à l'énergie perdue par effet Joule, j'obtiens l'entretien des oscillations. Donc, pour avoir l'entretien des oscillations, il faut que ce terme soit égal à ce terme. Ça veut dire tout simplement grand R plus petit r I carré est égal à K fois I carré. Et donc K est égal à grand R plus petit r. Grand R c'est 90, petit r égale à 10, donc K est égal à 101. Voilà la première méthode qui vous permet de déterminer la constante K. Vous avez une deuxième méthode bien sûr en utilisant la loi d'activité des tensions. Donc dans le circuit de tout à l'heure, on a fourni un générateur.
Et donc, je fais tout simplement la loi d'additivité des tensions. La tension fournie par le générateur va être partagée entre la tension au bord de la bobine plus la tension au bord de la résistance plus la tension au bord du condensateur. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur et j'obtiens à cette équation-là. D'accord? Donc ça, c'est en écrivant juste U de G. J'ai déjà démontré tout à l'heure comment on y arrive. Donc vous écrivez R fois I plus L D de I sur D de T plus RI plus I de C égale à U de G. Et vous remplacez I par sa valeur et on obtient cette équation-là. Ce terme, je le ramène de l'autre côté parce que I, c'est C D de IC sur D de T. Je factorise par C D de IC sur D de T et je trouve bien cette équation. Quand est-ce qu'il y a entretien des oscillations? Lorsque la dérivée première, le terme qui a fait apparaître la dérivée première dans l'équation différentielle, elle est nulle. Parce que la solution de cette équation différentielle, c'est une fonction sinusoïdale. Par contre, mis à condition que ce terme soit nul. Donc, pour avoir l'entretien des oscillations, il faut tout simplement que ce terme soit nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand R plus petit r égale à K. Donc, K est égal à 100 ohms. Donc, vous voyez, on peut démontrer la valeur de K soit en utilisant l'équation différentielle, soit en utilisant tout simplement des considérations énergétiques. Bien. Maintenant, on veut déterminer les constantes. Là aussi, je vais vous donner deux méthodes qui vous permettent de déterminer le déphasage. Parce que pour l'amplitude et la période, c'est très facile. Vous dites juste graphiquement l'amplitude, c'est combien? L'amplitude, je vous rappelle, c'est la valeur maximale de la grandeur physique. Donc, c'est graphiquement, c'est 8 mA. Quelle est la période? Là aussi, la période, vous lisez graphiquement, ça vaut dans 10. Donc, la période dit 10, quoi? 10 millisecondes. Maintenant, il me reste la phase. La phase, c'est toujours première condition, c'est les conditions initiales. Je connais la valeur du courant à t égale à 0, vous voyez qui est égal à 0, et j'utilise cette condition-là. Voilà l'expression générale du courant. À t égale à 0, ce terme, il est nul. Il me reste quoi? Il me reste I à t égale à 0, ça veut dire I de 0, est égal à I de M cosinus phi. I de 0, c'est quoi? C'est 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire cosinus phi doit être égal à 0, parce que I de M est non nul. Malheureusement, pour cosinus phi égale à 0, j'ai deux solutions. Comment choisir la bonne? Vous avez deux méthodes. Vous avez une méthode très simple, c'est de calculer pour chaque valeur de phi, c'est quoi l'intensité de courant à l'instant T0 sur 4. Là, vous avez une période, T0. Là, vous avez T0 sur 2. Là, T0 sur 4. Donc, si T égale à T0 sur 4, pour quelle valeur de phi j'ai le courant est égal à moins I max? C'est tout. Ah, donc, je calcule pour T égale à T0 sur 4 la valeur du courant électrique et la valeur de ces deux phases qui me donne moins IM, c'est la bonne phase. Allons-y. Donc, première méthode, si T égale à T0 sur 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2pi sur T0 fois T1 égale à quoi? C'est égal à 2pi sur T0 multiplié par T1 qui est T0 sur 4. Vous simplifiez par T0. Vous simplifiez par 2. 2 sur 4, c'est 1,5. Il vous reste pi sur 2. Il vous reste juste à calculer I de I à l'instant T1. Donc, si I de M, cosinus, tout ça, c'est pi sur 2, plus phi. Et on va voir que devient ce terme dans le cas où phi égale à pi sur 2, dans le cas où phi égale à moins pi sur 2. Donc, si phi égale à pi sur 2, ça me donne cosinus pi sur 2 plus pi sur 2 cosinus pi. C'est quoi cosinus pi? Vous vous rappelez, l'axe des cosinus, c'est celui-là. Et l'axe des sinus, c'est celui-là. Pour phi est égal à pi, donc vous voyez bien que le cosinus, c'est moins 1. Donc, cosinus pi, c'est moins 1. Donc, j'obtiens tout de suite moins IM. Très bien, ça me va parce que c'est exactement la valeur que j'ai à T0 sur 4. Donc, la phase, c'est bien égal à pi sur 2. On peut vérifier que moins pi sur 2 ne convient pas. Si phi égale à moins pi sur 2, vous avez ici pi sur 2 moins pi sur 2, c'est 0. C'est quoi cosinus de 0? C'est 1. Donc, le courant est maximal. Donc, vous voyez, si par hasard la courbe était dans le sens inverse, la phase serait moins pi sur 2. Mais avec cette représentation,
Si phi égale à pi sur 2, je retrouve à T0 sur 4 moins IM. Donc la phase est bien égale à pi sur 2. Donc voilà la première méthode très simple qui ne nécessite aucun calcul, mais juste de calcul de le courant à l'instant T1 qui est T0 sur 4. Vous avez une deuxième méthode bien sûr qu'on va utiliser toujours, la loi d'additivité de tension à T égale à 0. Bien sûr, juste une fois qu'on a inséré le condensateur, c'est quoi le rôle de la bobine? C'est d'empêcher la discontinuité du courant. Donc à T légèrement supérieur à 0, le courant il est nul. Donc I de R égale à 0 et I de G égale à 0. Donc I de L plus I de C égale à 0. Autrement dit, I de C c'est moins L d de I sur d de T. Or, autrement dit, d de I sur d de T c'est moins I de C sur L. À T égale à 0, le condensateur était chargé, donc la tension à bord de condensateur est positive, donc d de I sur d de T est négatif. Voilà, et je remplace, je calcule d de I sur d de T, je remplace T par 0, et je trouve d de I sur d de T égale à moins IM de P sur T0 sinus phi, il doit être nul au voisinage de 0, donc sinus phi doit être positif. Donc la phase, c'est égal à pi sur 2. Voilà les deux méthodes qui vous permettent de déterminer le déphasage. Revenons à la dernière partie qui est l'étude énergétique. Donc pour un circuit LC idéal, voilà ce qu'il faut savoir. Pas de résistance dans le circuit, ça veut dire l'énergie de circuit est une constante. Voilà, c'est cette valeur-là. Quel que soit T, n'importe quel instant, l'énergie totale est égale à une constante. Et cette valeur, c'est quoi? Soit est égale à l'énergie électrique maximale, soit à l'énergie magnétique maximale. Ça veut dire quoi? Soit elle est égale à 1 demi L IM au carré, qui est égal aussi à 1 demi C fois UC max au carré, la tension en bord du condensateur à la fin de la charge. D'accord? Bon, souvent, on vous demande de calculer l'énergie à des instants bien déterminés. Donc, vous voyez par exemple ici, on a pris un circuit où le condensateur était chargé à T égale à 0. Donc, vous voyez, à T égale à 0, l'énergie, cette énergie, elle est purement électrique. Donc, en rouge, c'est l'énergie électrique. En vert, c'est l'énergie magnétique. Au contraire, à T égale à 0, le courant, il est nul. Donc, l'énergie magnétique est égale à 0. Si on prend T0 sur 2, là, c'est T0 sur 4, c'est l'inverse. Vous voyez que le courant, il est maximal et l'énergie magnétique, il est maximale. Par contre, l'énergie électrique, elle est nulle, et ainsi de suite. Mais si on vous donne un instant T où ni l'une ni l'autre n'est maximale, par exemple cet instant-là, donc l'énergie, vous avez deux termes. Il y a une énergie qui est électrique, mais aussi vous avez une énergie qui est magnétique. Bon, ça c'est l'énergie électrique et ça c'est l'énergie magnétique. Et vous faites ce trait plus celui-là, vous allez trouver exactement l'énergie totale. Bien. Comme l'énergie est constante, on le calcule suivant les données. Si on me donne la capacité IE max, j'utilise cette formule. Là, on me donne la courbe de I en fonction du temps. Donc, je connais IM, je connais L. Donc, je vais la calculer en utilisant cette expression. Donc, c'est 1 demi, L c'est 1, I max c'est 8 mA. Et donc, l'énergie totale, c'est 32 microjoules. Bien. Juste un mot. Pourquoi l'énergie varie de cette manière-là? Donc, c'est exactement la même chose qui se passe dans les oscillateurs, pendule simple, ressort. C'est la même évolution de l'énergie. Donc, ça, c'est le courant en fonction du temps. OK? Donc, voilà une période du courant. C'est là. Donc, si T égale à 0, donc vous voyez, T égale à 0, I égale à 0. Donc, le courant, l'énergie électrique est nulle et par conséquent, l'énergie magnétique est nulle, l'énergie électrique est maximale. Je prends T0 sur 2, T0 sur 4. T0 sur 4, vous voyez que le courant est égal à moins IM. Mais comme l'énergie c'est IM au carré, donc l'énergie elle est maximale. Voilà. Donc l'énergie elle est toujours positive. D'accord? Maintenant, à T égale à T0 sur 2. T0 sur 2, c'est ce point. Vous voyez là aussi, à T égale à T0 sur 2, le courant elle est nul. Donc l'énergie magnétique, cette fois-ci, elle est nulle. Et contraire, l'énergie électrique, il est maximale. Si T égale à 3, T sur 4, 3 quarts de la période, le courant, il est maximal. Donc l'énergie magnétique, il est maximale, l'énergie électrique, il est nulle. Et enfin, pour T est égal à T0,
le courant il est nul, donc l'énergie magnétique il est nulle et l'énergie électrique est maximale. Et vous voyez une deuxième information, pendant une période du courant, vous avez combien de périodes de l'énergie? 2 fois. Donc là, faites très attention. Si on vous donne par exemple la période de l'énergie et on vous demande de déduire la période du courant, vous avez un facteur 2. Vous avez 2 périodes de l'énergie exactement égales à une période du courant ou bien une période de la tension. Enfin, on nous dit de calculer l'énergie à un instant T1 égale à 16 millisecondes. Il suffit de repérer cet instant sur la courbe et donc je peux déterminer le courant à l'instant T1. Et donc je peux déterminer l'énergie magnétique à cet instant. D'ailleurs, cette courbe nous permet de déterminer le courant à n'importe quel instant. D'accord? Parce que connaissant le courant, je peux déterminer tout de suite l'énergie magnétique, c'est 1/2 Li carré. Et comme je connais l'énergie totale, je peux déterminer à chaque instant l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Donc l'énergie totale, l'énergie magnétique à cet instant, c'est 1/2 Li carré, c'est 8 microjoules. Comme l'énergie totale est égale à 32 microjoules, donc l'énergie électrique, c'est l'énergie totale moins l'énergie magnétique. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où il y a entretien des oscillations. Si par hasard, vous avez un système où vous avez des résistances, donc ça, c'est le diagramme d'énergie pour un dipôle, pour un pendule simple ou bien un ressort, mais c'est exactement la même chose. Donc, le rôle de la force de frottement en mécanique est joué par les résistances. Donc là, vous voyez que si le circuit possède une résistance, l'énergie n'est plus constante. Elle décroît en fonction du temps. Et à chaque instant, par exemple, je prends cet instant-là, vous avez l'énergie électrique, elle est nulle, l'énergie magnétique, elle est maximale. Mais la somme des deux n'est pas égale à l'énergie totale à T égale à 0. L'énergie diminue. La différence, c'est quoi? Tout ça, c'est l'énergie perdue par F joule dans la résistance. D'accord? Donc, plus la résistance est grande, plus la décroissance de l'énergie va être rapide. Donc, ça, c'est l'énergie électrique, elle diminue au cours du temps. La même chose pour l'énergie magnétique. Et la différence avec l'énergie totale, c'est l'énergie perdue par F joule dans les résistances. Donc, voilà pour cette partie de l'électricité où j'ai détaillé un peu plus la solution. Bonne chance et à bientôt. Je vais revenir sur le nucléaire un peu plus en détail. Donc à bientôt.